générique, jeudi 30 janvier 2020. Merci de vous réveiller en notre compagnie. Être debout, c'est une chose, m'être réveillé, c'est une autre chose. Et nous en faisons notre mission pour ce jour, jeudi. On parlera de plein de choses. Vous allez le constater avec le condensé de conducteurs qui a été concocté spécialement pour ce jour. Mais on a une pensée aussi pour tous vous qui êtes partout dans le monde et vous nous suivez spécialement pour une magnifique petite fille qui célèbre aujourd'hui un an de plus du côté de l'Hexagone, qui suit Matin Bonheur à son jeune âge, 6 ans déjà. C'est vrai qu'elle n'a pas son papa tous les jours à côté d'elle, mais on espère qu'elle nous suit, ce duo-là, et puis on constitue pour elle un bonheur partagé. Merci de nous suivre et bonjour à vous Marco. Bonjour ma très chère Alix, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à Matin Bonheur pour cet autre rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 janvier. Et oui, vous avez bien entendu, je vais répéter, jeudi 30 janvier, le mois de janvier finit demain. Yes! Bon, on se maîtrise, oui. Fallait qu'un jour que ce mois-là finisse. Christelle Akoussa est avec moi, toute l'équipe. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui, mais on va parler d'un sujet qui provoque la hantise dans toutes les couches sociales et puis dans le monde entier, dans tous les quatre coins du monde, avec ce coronavirus qui fait peur. La Chine donc aux abois, mais la Chine qui s'organise avec cet hôpital spécial construit en 10 jours qui est pratiquement prêt. Et puis, on va faire aussi le point du virus chez nous en Côte d'Ivoire. Question de proximité. Mais tout de suite, voici l'image du jour, mesdames et messieurs, pour entamer cette émission avec la pyramide humaine qui se trouve entre tradition catalane et prouesse acrobatique. Les castels, c'est comme ça qu'on appelle les pyramides humaines, sont des tours humaines qui peuvent atteindre près de 10 étages juste avec des hommes. Ils sont coutumiers du fait, nos amis catalans et espagnols aussi, ils ont cette tradition-là de ce genre de pyramide. Aussi, du côté de l'Inde, dans énormément de pays, il y a la chasse au record au niveau de la pyramide humaine. Aujourd'hui aussi, nous aurons notre médecin spécialiste des problèmes cardiaques, aussi de l'alimentation, Dr Anvo, qui sera avec nous dans un thème assez spécial pour parler, bien sûr, de bien-être. Ce sera bien sûr sur le sujet du pain. On aura Dr Anvo donc pour nous aiguillonner sur la question, savoir quel pain consommer, à quel moment, pour quel genre de profil. Tout un programme à suivre en notre compagnie. On aura aussi un invité en actu qui viendra pour nous parler bien sûr du couvert forestier. Oui, le reboisement en question. Cas du milieu rural, qu'est-ce qui se passe au niveau du reboisement? Qu'est-ce qui est fait? Notamment avec les ONG. C'est un homme magnifique qui, depuis des années, travaille sans relâche pour la promotion du reboisement. Il appartient à une ONG qu'on appelle l'ONG Gaillard. C'est le commandant CK Germain qui viendra avec lui. Nous allons vraiment partager. On va s'abreuver à la source de son savoir. Et puis, qu'est-ce qu'il envisage avec ses amis de l'ONG? Il est 5h59. Bientôt, on aura bien sûr la première édition. Mais si on revenait sur les anniversaires du jour, ma très chère. Eh oui, aujourd'hui, 30 janvier, à l'instar de la magnifique petite fille qui célèbre ses 6 ans. Aujourd'hui, on a un autre Ivoirien qui est là-bas aussi. C'est Nyankouri Oku Armand. Ça ne vous dit rien? Mais quand je vous dis Caris et Orly, il ne faut pas oublier. C'est sûr que ça vous dit quelque chose. Il est né le 30 janvier 1980 à Cocody. Il est d'Abidjan, donc un rappeur, compositeur, acteur, producteur et entrepreneur français. Comme quoi, ça fait du bien d'avoir la double nationalité. Oui, absolument. Oui. Et puis, pourquoi vous riez? Ça fait du bien. Ben oui, le monde, c'est un gros village. Oui, ça chauffe. Alors, il est 6h matin, c'est Christelle Akoussa qui réalise cette émission. On a un parcours de 95 minutes à faire ensemble aujourd'hui. Si on est prêt au niveau du journal, on y va avec Régis Kofi. C'est parti. Alors, on n'est pas encore prêt, c'est pas grave. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de vous préciser que demain, vendredi, on sera en mode récap. Si vous nous suivez demain, en mode récap de tout ce qui a bercé, rythmé les vendredis au cours des années précédentes, avec Star au petit-déj, avec l'actualité croquée, on dit quoi à Babi, sans oublier bien sûr les passages culture et puis aussi la prestation de différents groupes qu'on a eu à déguster sur le plateau de vendredi. Exactement, c'est vrai. Matin Bonheur a été très chargé en vendredi. On aura donc ce condensé là pour vous demain pour clôturer la séquence des récaps. Et puis lundi, c'est sûr qu'elle fera son grand retour solaire, notre chère Gabrielle Zani, qui nous a manqué. Quand absolument, même. Absolument. Et puis aussi lundi, aussi, ce sera le retour de Matin chez vous. Nous irons dans un endroit
qui peut vous donner énormément d'informations au quotidien. Ah, ça tombe bien, parlant d'informations, tout est OK maintenant, on y va. Bonjour, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Nous démarrons avec le Conseil des ministres qui a eu lieu hier au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Plusieurs décisions adoptées par le Conseil, notamment le renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan, la mise en place d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier, un accent particulier sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture et les mesures de prévention pour faire face à l'épidémie de pneumonie par coronavirus. Parlons justement du coronavirus. Le cas suspect mis en isolement à Abidjan n'est pas atteint de la maladie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était sur le plateau du 20h pour faire justement le point. Regardons. Le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade présentant des difficultés respiratoires et une toux en provenance de Pékin, c'est-à-dire de la Chine. Ce malade a été donc immédiatement pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des prélèvements ont été effectués et acheminés au laboratoire pour analyse. Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus 2019 nCoV. À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour. Le pagne de la Journée internationale de la femme 2020 a été présenté. Il est le symbole de l'union et du désir des femmes d'impacter la société ivoirienne. Patricia Aumont. Démarré officiellement le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle est une réalité aujourd'hui dans nos différentes régions. Le pagne de la Journée internationale de la femme est le symbole de l'union, de l'ouverture d'esprit pour l'acceptation de la diversité culturelle. C'est un désir pour les femmes d'impacter positivement la société ivoirienne. Le pagne qui symbolise la femme africaine incarne un thème et un message. Il est donc de tradition pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de choisir à chaque commémoration un pagne comme uniforme. La richesse des couleurs de ce pagne symbolise l'engagement des femmes à faire de notre riche diversité culturelle, ethnique, religieuse, un atout pour la paix, l'union et la cohésion sociale. La ministre a également invité les hommes à se procurer le pagne en tant que e-forchi pour soutenir les femmes dans leur quête de la paix. Le pagne est disponible en plusieurs couleurs, notamment l'orange, le vert, bleu, le violet et le marron. Le lancement officiel de la 29e édition de la Journée internationale de la femme sera lancé dans les jours à venir. Permettre aux acteurs du monde agricole de bénéficier de la protection sociale, c'est l'objectif d'un atelier qui s'est ouvert mardi à Cocody. Les détails de Mamadou Kouassi. Démarré officiellement le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle est une réalité aujourd'hui dans nos différentes régions. Mais certaines catégories de la population ivoirienne s'inscrivent difficilement dans cette dynamique du gouvernement. Il s'agit des acteurs du secteur informel, dont le monde agricole. Un atelier s'est ouvert dans le district d'Abidjan en vue d'élaborer un schéma de prise en charge de ces acteurs. Le secteur informel et le secteur agricole ne bénéficient pas de manière formelle de couverture sociale. Donc, alors que la couverture maladie étant obligatoire, il est bien que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le gouvernement, prenne des initiatives avec ses partenaires afin que ces populations bénéficient réellement de la couverture sociale. La Côte d'Ivoire bénéficie pour la circonstance du soutien de la FAO, Organisation mondiale de l'alimentation, pour mettre en œuvre cette politique sociale. Cette rencontre d'Abidjan, qui voit la participation de plusieurs fêtières agricoles, sera l'occasion de faire le diagnostic des initiatives de protection sociale dans le milieu agricole, en vue d'identifier un système adapté aux besoins des populations. Voilà, c'est la fin de ce 6h. Nous serons de retour à 6h30 pour développer l'actualité africaine.
Merci à vous, Régis Kofi, et bon retour, hein, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Vous avez vu Vous les avez pagnes, manqué hier. Oui, c'est Vous avez magnifique. choisi votre pagne? Plusieurs coloris. Tel que je vous connais. On verra J'ai bien. une petite idée. Ah oui? Et puis j'ai une petite idée du modèle qui va avec. D'accord, mais voilà, n'est pas partenaire qui veut. Hein. Oui. Effectivement. Merci en tout cas. Régis Kofi, on se revoit dans quelques instants. Mais nous, on vous invite tout de suite au fitness avec le coach Diabaté, Fougueux Diabaté. Bonjour à tous. Quoi Diabaté pour vous servir? Aujourd'hui, nous commençons par la séance de respiration.
8. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. OK, on s'applaudit. On s'applaudit, on se rejoint. Le sport, c'est dur et c'est vital. C'est dur, c'est vital. Ça dure aussi. Quand vous êtes généreux avec votre corps, il sait vous le rendre. Merci en tout cas à notre coach, très très fougueux, coach Diabaté, que nous saluons ici. Et puis aussi, nous saluons tous ceux qui l'accompagnent afin de faire en sorte que vous puissiez bien vous réveiller. Alors, pour bien se réveiller, c'est simple, hein. Il y a beaucoup d'ingrédients. Mon premier, c'est une émission avec des animateurs décalés, déjantés, mais très instruits sur tous les sujets. Mon deuxième, c'est des petites rubriques là-dedans, vous permettre de vous mettre en éveil. Et puis aussi, vient le moment où on mange. Histoire du petit-déj. On y va. Et c'est sûr que ce troisième fait sourire. Histoire du petit-déj, aujourd'hui, on ira enveloppter encore, pas de consistance, mais beaucoup de légèreté et de goût. C'est ce qui suit maintenant, c'est de la bouillie de Nyon, ça se dit ici à Abidjan, ou le coco baka qui a bercé notre enfance. Ah oui, ça c'est bon et ça va avec tout. Ah voilà, justement avec ce genre de... Les tratras, tout ça, aussi les galettes, avec sans sucre, womi, yomi selon la prononciation, vraiment c'est très bon, avec ou sans jeûne, pour couper le jeûne, carême un peu épicé, avec du citron, il y a des variantes dedans, avec du raisin, avec tout. Ça se mange sur une terrasse, jamais dans la salle à manger, non, non, non. Une terrasse quelque part dans un coin de la maison, avec un t-shirt de publicité. Voilà, vraiment, on est bien assis avec une culotte, c'est reconnu par... Oui, il y a 3 cuillères, c'est dire que ça se partage. Papa, maman, enfant. C'est ça, ça se partage en famille. Nos coco, une coco baka. Et puis le docteur on nous dira, si c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Mais a priori, je pense que ça devrait aller. Ben oui. Ça fait partie aussi des goûters de notre enfance. Hein. Bien évidemment, et du patrimoine culinaire de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, ce coco baka, mythique coco baka qui traverse les générations. C'est trop bon. Ouais, et on salue toutes les vendeuses de coco baka d'Abidjan, de Trècheville, de Koumassi, de Port-Boué. Mention spéciale à une grande vendeuse de coco baka du Grand Carrefour de la Riviera 2. Oui. La Riviera 2. Franchement, elle est mythique. En a fait des heureux. Oui, elle en a fait. Des gens qui quittaient de Bégerville pour aller jusque là-bas. Voilà, donc on la salue et puis on lui dit merci pour ces moments où on était piqués, ça nous avait dit. En tout cas, bon appétit à vous. Et de l'assiette au cerveau, il n'y a qu'un mot, c'est Monsieur Renaud Kobia. Avec ses yeux de lynx, il a une capacité de lire les journaux de très 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 loin, et tous les journaux, toutes tendances, toute obédience confondues. Renaud, bonjour. Bonjour Marco. Alors on commence avec vous, il y a eu un conseil des ministres hier. Oui, bonjour Alix, à vous aussi. Oui, comme tous les mercredis, la rencontre gouvernementale s'est tenue. Dans son édition d'aujourd'hui, Fraternité Matin indique que plusieurs nominations ont été entérinées par ce Conseil des ministres. On peut citer parmi elles celle de M. Aka Saye Lazare, qui devient président du conseil d'administration de la RTI en lieu et place de M. Brouaka Pascal, qui devient, lui, PCA de l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Félicitations à ces deux personnalités. Donc, ce week-end, c'est Sakassou qui verra la présence, on va dire, majestueuse du chef de l'État. C'est l'un des faits majeurs annoncés par le porte-parole du gouvernement à la fin du Conseil des ministres d'hier. À ce sujet, le quotidien Le Matin lance à sa une, annoncé à Sakassou samedi 1er février, tout sur la visite de Ouattara dans le Walebo, ce que le chef de l'État et la reine Akwa Boni II préparent. Pour tout savoir sur les dessous de cette visite que le chef de l'État va effectuer dans la capitale du royaume baoulé, il faut se procurer le matin de ce jour. Puis les autorités ivoiriennes prennent vraiment au sérieux le souci par rapport au coronavirus. On a assisté hier sur le plateau du 20h à la présence de M. le ministre de la Santé qui ménage aucun effort avec son équipe, il faut le reconnaître. Alors l'épidémie de coronavirus, la Côte d'Ivoire va aider financièrement les Ivoiriens résidant en Chine. 300 000 francs CFA, c'est le montant que le gouvernement a décidé d'allouer à chacun des 80 Ivoiriens résidant à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Cet acte de solidarité, selon le porte-parole du gouvernement cité par Abidjan.net, vise à aider nos compatriotes à tenir pendant la période de confinement imposée à la population de cette localité chinoise. Et on reste toujours avec le même sujet de santé, coronavirus. Donc. Et à ce sujet, les populations ivoiriennes peuvent pousser un ouf de soulagement. Les tests réalisés sur le cas suspect détecté à l'aéroport d'Abidjan sont négatifs. Cette information, naturellement, est reprise par l'ensemble des titres de la presse nationale. L'Inter, notamment, publie un communiqué du ministère de la Santé dans lequel les mesures de prévention en vigueur sont rappelées. Parmi ces mesures, il est demandé à toute personne qui fait un accès brusque de fièvre, toux
ou difficultés respiratoires de se rendre dans le centre de santé le plus proche. C'est tout pour aujourd'hui, très cher. On continue. Donc, on a à la une de Soir Info, on parle maintenant de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Oui, le confrère fait un focus sur l'ex-président du Burkina Faso qui vient en Côte d'Ivoire depuis le départ de la tête de son pays le 31 octobre 2014. Et c'est avec ce titre, exilé en Côte d'Ivoire, voici ce qu'on ne sait pas de Blaise Compaoré. Eh bien, pour tout savoir sur l'ancien locataire du palais de Kosiam, il faut lire Soir Info de ce jour. Merci à vous, Renaud. Merci, On Alix. se voit demain. À demain. Ah oui, à demain. Alors, nous sommes déjà en plateau avec notre cher docteur Envo dans la partie de l'hygiène alimentaire. Et il s'agira aujourd'hui de miche de pain, bien évidemment. On y va directement? Oui, on y va directement avec lui. Bonjour à vous, docteur. Docteur, bonjour. Bienvenue. Alors, le pain, c'est l'un des aliments qui nous réunit dans le monde entier. On sait que dans quel que soit le pays où nous sommes, il y a toujours du pain. Ça, c'est déjà un facteur de rassemblement, un facteur d'universalité. Alors, on va revenir sur ses valeurs thérapeutiques. Le pain, c'est quoi? Le pain est le produit de la panification. C'est un produit alimentaire que nous trouvons sur le marché, qui est fait à partir de la farine, des levures, de l'huile et un peu de sel. Voilà, c'est le produit du pain. Alors, c'est sûr que sur nos différents marchés, dans les boulangeries, on voit plusieurs variantes de pain. Parlez-nous de quelques types de pain qu'on a ici. Effectivement, il existe plusieurs types de pain. Plusieurs types de pain. Mais ces différents types de pain diffèrent des uns des autres à partir de leur composition. Voilà, à partir de leur composition. Ici, on a du pain, de la baguette que nous avons. On a du pain complet, du pain de sang, du pain sans sel. Bon. Donc aujourd'hui, on peut fabriquer du pain tradi, du pain tradi, du pain sans levain, du pain de mie, etc. Voilà, sans gluten. Donc tous ces types de pain existent, mais ils varient selon les uns, selon les autres, en fonction souvent de la farine qui a été utilisée pour les fabriquer. Alors ainsi, on peut dire par exemple, pour fabriquer le pain, la baguette, on utilise la farine type 65, c'est-à-dire que c'est la farine bien blanchie, voilà, qui a été blanchie. Donc, pour faire par exemple le pain complet, on utilise par exemple du pain T150. En fait, ces différents types de farine varient selon la manière d'être fabriquée. Par exemple, on peut dire que la farine T65, par exemple, la farine très blanchie, alors que les farines, par exemple, T110 contiennent un peu de fibres alimentaires. Donc, c'est en fonction du type de farine qu'on fabrique le pain. Pourquoi on mange le pain le matin? Pourquoi on a décidé comme ça de manger le pain tous les matins et pas le soir? Pourquoi, de prime abord, c'est le matin? Le pain peut se manger à tout moment de la journée. On peut manger depuis le pain le matin, midi comme le soir. Oui, mais le moment où ça se mange le plus au monde, c'est le matin. Ouais. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Dans l'imagerie collective, on se dit que c'est le matin, il faut avoir du pain. Bon, parce que d'abord, il faut dire que ça a été déjà fabriqué depuis le matin, ça a été déjà fabriqué. Donc, c'est l'aliment le plus facile à faire. Belle concordance. Mais il faut dire aussi que le pain... le pain du matin. Voilà, le pain... Ça arrive en plus. Vous voyez, le corps jeune, l'homme jeune, depuis près de 8 heures du temps. Depuis, par exemple, 19h, 20h, vous avez mangé. Et que le matin, vous avez plus de 6 heures à 8 heures du temps que vous n'avez pas mangé. Donc, il y a un jeune qui est là, on manque de sucre dans le corps, alors que le pain est une excellente source de sucre. Le pain contient près de 45 à 50% de sucre. Donc, c'est un élément riche en sucre qui permet de couper un peu le jeûne que nous avons entamé et commencer une bonne journée. Donc, le pain est une excellente source de sucre. C'est pour cela qu'on le prend le matin. Ah, ok. D'accord. Voilà. Alors, docteur, on s'est appuyé sur le matin. Vous nous avez dit qu'on consomme le pain à tout moment. C'est vrai que normalement, on devrait avoir 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Alors, pour ces 3 fréquences-là, quel type de pain consommer? On peut prendre le pain, les différents types de pain à tout moment. Mais ce que je conseille, c'est surtout de prendre du pain le matin. Du pain le matin et à midi, on peut avoir un repas normal, comme je l'ai toujours prôné. Puis le soir aussi, surtout consommer du pain le soir. Et quel type? Vous nous avez donné plusieurs variantes ici. Hein. Le matin, on prend quoi? Du pain de mie, du pain de son, du pain complet. Et à midi, les différentes variantes. Alors aujourd'hui, la qualité du pain, avec la recherche que nous faisons, on se rend compte que la composition du pain est
influence beaucoup la santé. Donc, il y a certains pains, comme la baguette. Aujourd'hui, on détermine ce qu'on appelle l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle un aliment descend dans le sang. Donc, plus vous mangez du pain blanc, plus il descend vite, plus il expose à certaines maladies comme le cholestérol. Vous voyez un peu, voilà. Parce que quand on fait la recherche, on prend souvent le pain blanc comme le sucre de référence, parce qu'il descend vite. C'est pourquoi souvent je conseille à tous ceux qui m'écoutent de manger du pain avec quelque chose. De ne pas manger du pain simple. Mangeons du pain avec quelque chose. Comme le pain blanc descend vite dans le sang, que ça peut nous déposer induire une production de cholestérol, surtout pour nous les hommes et les femmes qui sont ménopausées. Comme ce pain blanc peut nous entraîner un dépôt de cholestérol, donc mangeons ce pain avec quelque chose, de sorte que cette chose-là puisse réduire un peu la vitesse à laquelle le pain descend dans le sang. Donc on a du pain blanc que nous pouvons manger avec des œufs ou bien du poisson ou bien du foie. On a du pain complet qui est déjà riche, en fibres, qui a aussi un index glycémique aussi élevé, que nous pouvons manger aussi avec ces différents éléments. Mais souvent nous commettons des erreurs. On se dit par exemple que comme le pain il est complet, donc on peut manger en quantité. Non. Considérons le taux de sucre du pain. On prend par exemple une baguette de pain qui fait près de 250 grammes, par exemple. Quelle baguette? La baguette normale, voilà, que nous avons. Alors si par exemple vous prenez cette baguette-là, si on considère que le pain fait par exemple 45 à 50% de sucre, c'est-à-dire que si vous prenez ce type de pain, on peut se retrouver par exemple à manger, quand on prend un tiers de pain, on peut se retrouver à manger par exemple quelques 30 grammes de sucre qui équivaut à quelques 5 à 6 carreaux de sucre. Alors que si vous mangez tout un pain entier, alors vous voyez que vous faites rentrer ce matin une quantité importante de sucre. Donc beaucoup de gens se trompent. Comme le pain il est complet, je peux manger beaucoup. Non, c'est une erreur. Alors, le matin, limitons-nous à un tiers de pain. Pour les hommes et pour les femmes, peut-être un quart de pain. OK. Voilà. Alors là, c'est par rapport à la fréquence, le matin, midi, soir, vous allez donner. Mais maintenant, qui mange le pain? Qui doit manger le pain et comment manger le pain? Et avec quoi manger le pain? Quel que soit l'âge? On peut manger du pain à tout moment. Maintenant, aujourd'hui, il y a des pains de mie qui n'ont pas de croûte qu'on donne par exemple aux personnes édentées ou bien des personnes âgées qui n'arrivent pas à bien mastiquer. Voilà, on peut manger du pain à tout moment. Par rapport à l'âge, je veux dire, est-ce que la même manière de manger le pain pour un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui doit aller à l'école, est cette même manière-là que quelqu'un de 45, 50 ans ou bien du 3e âge, un senior peut manger? Est-ce qu'il n'y a pas de spécificité? Apparemment, je ne trouve pas de grande différence. Parce que vous nous avez dit ici, je me souviens très bien, qu'à un certain âge, il ne faut pas trop manger de pain le soir. Vous avez dit ça ici. On peut manger du pain le soir, mais c'est en termes de quantité. En termes de quantité. Voilà. C'est-à-dire que considérons le taux de sucre du pain et le soir, limitons la consommation du pain. Vous voyez un peu. Alors, ceux qui, par exemple, vont manger une baguette ou bien des quantités importantes de pain, ils vont voir, par exemple, leur glycémie le matin s'élever. Ils diront, par exemple, j'ai mangé du pain. Mais on peut manger du pain puis manger du pain. Si vous mangez une quantité importante de pain, vous allez faire rentrer beaucoup de sucre. Vous voyez un peu. Donc, alors, on peut manger, les enfants comme les grandes personnes peuvent manger du pain à tout moment, mais c'est en termes de quantité. Voilà, en termes de quantité. Alors, docteur, on affectionne ici sous nos cieux des mets, des compositions de mets avec le pain, qu'on appelle communément le pain condiment, qui sont généralement consommés le matin. Donc, vous avez parlé de la nourriture, du pain sur toute la journée. On peut consommer ça le matin, manger le pain encore avec quelque chose d'autre à midi et encore du pain le soir, ça va? Ça ne gêne pratiquement pas. On peut manger du pain à tout moment. Maintenant, bon. La composition est vraiment composée. Voilà, c'est bien. On peut faire un repas complet. Un repas complet en considérant par exemple le pain comme la source de protéines et la source de sucre. Et puis le reste on enrichit, on le garnit avec des protéines, par exemple du pain avec du poisson, du pain avec des œufs, du pain avec la viande ou bien du foie. Mais quand par exemple quelqu'un fait du pain avec la pomme de terre, le pain de la pomme de terre, vous voyez, c'est sucre dans sucre. Ce matin, le repas n'est pas... Voilà. En français, on dirait que c'est une tautologie. Voilà, vous voyez un peu du pain avec la pomme de terre, c'est uniquement que plus sucre. Pain avec du spaghetti. Voilà, du pain spaghetti ou bien du pain avec la bouillie. parce que c'est des pâtes et des pâtes. C'est la farine. Voilà, c'est un peu ça. Ou bien du pain avec de la bouillie. Voilà, ce matin, là, vous voyez que ce matin, le repas n'est même pas équilibré. On a tous tendance à faire beaucoup plus de sucre. Pain avec de la bouillie, pain avec et la pomme de terre, c'est sucre dans sucre. Alors, il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leur pain à domicile de plus en plus. Alors, quelle est la valeur du pain qui est bonne, où on peut y aller, on peut se donner à fond, quoi, parce qu'il y a moins de sucre? Quel est le pain sur le marché qui contient le moins de sucre possible?
Les pains, généralement, les pains ont tous un taux de sucre qui varie. Oui, le moins, il y a toujours un qui n'est pas Celui plus... avec le sel? Oui. Non, le sel ne réduit pas Ou bien le il y a taux de du sucre. sucre encore, il y a du sucre et du Voilà. sel. Non, dans la fabrication du pain, on met du sucre, il y a de la farine de sucre, il y a le sel, il y a de l'huile, etc. Quelle est la variété de pain qui est la moins sucrée ou la moins salée? Non, le sel, c'est celui qui fabrique qui met du pain, qui met du sel dans le pain. Donc, si on peut trouver du pain sans sel en boulangerie, voilà, ce pain contient moins de sel. Donc, c'est du pain sans sel qu'on trouve souvent en pharmacie. Au niveau du sucre? Au niveau du sucre, le taux de sucre varie autour de 45 à 50% de sucre. Donc le pain, vous voyez, alors aujourd'hui, on a plus tendance à conseiller des biscottes. Donc, comparons maintenant le pain avec les biscottes. On dira par exemple que le pain fait 45 à 50% de sucre, alors que les biscottes font 72% de sucre. Ah oui? Oui. Ah, donc c'est une erreur. Bon, je me demande pourquoi est-ce que beaucoup de gens conseillent les biscottes. Je me demande pourquoi. C'est du mimétisme parfois. Parce qu'on a vu ça, on voit ça en Occident, on voit ça, on veut faire genre. Sinon, franchement, ce que vous dites, plusieurs spécialistes s'accordent à le dire. Hein. D'abord, je condamne ça pour deux raisons. D'abord, le pain, les biscottes sont plus riches en sucre que le pain. Pendant que le pain fait 45% de sucre, les biscottes font près de 72% de sucre. Et en deux, lorsque je parlais tout à l'heure de la vitesse à laquelle le sucre descend dans le sang, les biscottes descendent plus vite dans le sang que le pain. Donc moi, je conseille plus à manger du pain que de faire des biscottes. Ou des biscottes sans sucre mais sans sel. Ça existe aussi. Oui, du même qu'il y a les pains sans sel, les biscottes sans sel. Mais toujours accompagné de quelque chose. Voilà. Ce quelque chose, là, docteur, c'est quoi? Avec quoi il faut manger le pain le plus fréquemment possible? Moi, je pense qu'il faut manger du pain avec des protéines. Viande, poisson, foie, etc. Mais aujourd'hui, on fabrique souvent des pains de seigle, des pains de manioc. Le problème, c'est que souvent, c'est différent. Les pains de manioc, et souvent, c'est un peu difficile à manger, c'est un peu dur. Parce que la composition de la farine de manioc est différente de celle du. Donc, on essaie de faire un peu des petits mélanges. Mais il faudra que des études soient poussées pour savoir à quel taux on peut incorporer la farine de manioc pour ne pas avoir des pains qui vont entraîner des inconforts. En tout cas, très intéressant ce que vous nous dites là. C'est sûr qu'on va poursuivre l'échange juste après la météo et le flash de Riscofi. Bonjour à tous. Pour ce matin, les régions du nord et de la bande centrale seront sous des vents d'harmattan avec un temps sec et froid avec plus d'intensité sur les régions du nord. Sur le littoral et dans le sud forestier, la matinée sera meublée tôt le matin par le brouillard ou la brume humide avant de faire progressivement place au soleil. Pour les températures, on note le pic de 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 à Bandoukou et Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 dans la région du Gor, 18 dans le Poro, 16 degrés à Mans et à Osiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les vents secs et chauds de l'harmattan se renforceront pour atteindre les régions du sud forestier en début ou en milieu de période. Les régions du sud forestier ressentiront des intrusions de vents secs. Mais le temps sera partiellement nuageux et relativement humide. Sur le littoral, le temps sera chaud et humide avec un ciel partiellement nuageux. Pour les températures de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 35 à Bandoukou et Boaké, 34 à Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 31 à Mans, 34 à Odiéné, 32 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité africaine.
L'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le général Djibril Bassolé, condamné à 10 ans pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, a été évacué mardi en France pour des raisons sanitaires. Bassolé, 63 ans, devra être interné dans un centre d'oncologie spécialisé où il recevra des soins pour un cancer, a expliqué un membre de sa famille, précisant qu'il voyage en compagnie de son épouse. Après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, c'est au tour du Congo-Brazzaville d'organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, accueille ce jeudi la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine, l'UA, sur la Libye qu'il dirige. Le président du Bénin, Patrice Talon, poursuit sa visite à Washington, aux États-Unis. Il a rencontré Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et des responsables du gouvernement américain, mais aussi du FMI, Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale. La lutte contre le terrorisme fut, entre autres questions, au menu des échanges avec le chef de la diplomatie américaine. Au Sénégal, le ministre de l'Environnement et du Développement durable était à Ranérou, à la réserve de faune de Ferlo Nord. On y trouve des espèces végétales et animales, notamment un important troupeau d'oryx qui sont protégés dans l'enclos de Katané. Le reportage de Fatimata Ba. 17 ans après leur introduction dans l'enclos de Katané, situé dans la réserve de faune du Ferlo Nord, ces oryx sont passés d'un troupeau de 8 sujets à près de 500 actuellement. Une croissance rapide qui ravit le ministre de l'Environnement et du Développement durable venu visiter la réserve. Les oryx qui étaient introduits en 2003, je pense qu'à l'époque il y avait 8 espèces. Aujourd'hui, on trouve presque 500 oryx qui vivent dans l'espace de la réserve. Mais quelques difficultés bien sûr en ce qui concerne les gazelles d'Ama et les gazelles d'Orca qui ont du mal à progresser. Il y a quand même des difficultés, notamment liées à des problèmes de consanguinité, liées aussi à des prédateurs, les hyènes, les chacals. Après avoir fait le tour, Abdou Karim Sall a fortement apprécié les efforts de maintien du conservateur de l'enclos de Katané, mais aussi l'implication des populations dans la sauvegarde des animaux et la préservation de la biodiversité. L'enclos de Katané permet, pendant la période de sécheresse, pendant la période où il y a une rupture en termes de fourrage, de permettre aux populations de s'introduire dans la réserve pour pouvoir trouver de quoi nourrir les animaux. Mais également, je pense que ceux-là qui ont la charge de la gestion de la réserve ont permis également aux populations, dans le cadre d'un encadrement, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un accompagnement, de mettre en place quelques parcelles dans le cadre de parcelles de maraîchage. Cependant, des difficultés liées à l'approvisionnement en eau ont été notées, mais également le réseau téléphonique qu'il faut améliorer. Je disais tout à l'heure que je saluais la bravoure de ces dames qui, à dos d'âne, parcourent des kilomètres pour approvisionner, pour amener de l'eau à l'intérieur de la réserve, pour permettre à ces espèces qui y vivent de pouvoir s'abreuver. Et je pense que l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est de rendre cette eau disponible. Et par ricochet, cela va permettre aux populations également de pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus. C'est quand même une superficie assez vaste, où on trouve quelque part des populations qui sont de manière générale des éleveurs. Et je pense que c'est quand même important que des dispositions soient prises pour améliorer la couverture du réseau. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a aussi fait un tour au secteur des eaux et forêts de Ranérou pour voir leurs pépinières et rencontrer les jeunes de la localité très engagés dans la préservation et la gestion de l'environnement. Le commerce en ligne au Cameroun est désormais assujetti à la TVA, taxe sur valeur ajoutée. C'est une nouvelle disposition qui figure dans la loi de la finance camerounaise 2020. Suivant. Si exemptes de toute taxe, les plateformes numériques devront désormais intégrer la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs transactions avec le Cameroun à hauteur de 19,25%, qu'il s'agisse de la vente d'un bien ou d'une prestation de services en ligne.
En effet, dès cette année, le Cameroun adapte sa législation pour la taxation de l'économie en ligne. Cet assujettissement à la TVA des plateformes de commerce électronique leur fait obligation de calculer, de déclarer et de reverser la TVA au Cameroun. Pour ce faire, ces plateformes devront s'immatriculer en ligne auprès de la Direction générale des impôts qui a aménagé des modalités simplifiées d'immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA. Et pour celles des entreprises qui seront tentées de jongler avec le fixe au Cameroun, eh bien, elles s'exposeront à la suspension de leurs activités dans notre pays. La loi a en effet institué un régime de sanctions à l'encontre des opérateurs de plateformes de commerce en ligne qui ne reverseront pas la TVA. Si cette innovation de la loi de finances 2020 induit une augmentation des coûts pour le consommateur, elle a surtout pour objectif d'élargir l'assiette fiscale, d'en optimiser les recettes et de rétablir une saine concurrence entre les entreprises. Ce mercredi, place aux innovations fiscales concernant les zones économiquement sinistrées. Au Nigeria, à partir du dimanche 2 février 2020, l'État de Lagos interdit la circulation des taxis-motos, un mode de déplacement utilisé tous les jours par des millions de personnes. Une décision présentée comme une mesure de sécurité. La mesure est censée enrayer le grand nombre d'accidents mortels provoqués par les taxis-motos. Les 2 roues et 3 roues ne respectent pas le code de la route, selon le compte Twitter du gouvernement de l'État de Lagos. En Afrique du Sud, ils sont nombreux ceux qui se rendent à la prison de Robben Island, prison devenue musée de Mandela. Située au large de la ville du Cap, Robben Island est inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Nelson Mandela y a été prisonnier de 1964 à 1982. Chaque année, donc, quelques 300 000 visiteurs se rendent à la prison, je le disais, devenue musée de Mandela. Toujours en Afrique du Sud, les femmes se marient plus tard. 32 ans est l'âge moyen pour un premier mariage contre 30 ans il y a 5 ans. C'est une tendance mondiale des pays développés. Plus le mariage est tardif et plus le niveau de scolarité et le revenu des femmes augmente. Les femmes souhaitent en effet réussir au plan social avant d'envisager le mariage. Un bon mariage, disent-elles. C'est ici que prend fin ce 6h30. Merci de votre attention. On se retrouve à 7h. Et vive le mariage. Merci beaucoup à vous. Régis, on vous retrouve, vous l'avez dit, dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous dégrainer le long chapelet d'informations à voir par rapport au pain avec Dr Envo. Dr Envo, tout de suite, sans transition, il y a pain et pain. Il y a le pain fait ici avec le manioc. Est-ce que ça respecte déjà toutes les conditions normales de température et de pression, on va dire ça comme ça, au niveau de la santé? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des ajouts, il n'y a pas une teneur en sucre trop élevée par rapport au pain traditionnellement fait, si on peut s'exprimer ainsi? Alors, le thème pain est le produit obtenu à partir du blé ou bien du seigle. C'est-à-dire que ce type d'amidon, l'amidon du blé ou bien celui du seigle, contient des protéines qu'on appelle les gliadines ou bien les gluténides, qui permettent de maintenir l'élasticité du pain. Ce qui fait que le pain, vous voyez un peu... Voilà. Alors que l'amidon des autres céréales ou bien les autres tubercules ne contiennent pas ces protéines-là. Donc, il est un peu difficile de faire du pain avec ces différentes farines. Donc, mais si on doit faire du pain à partir du manioc, d'abord, il faut dire que lorsqu'on parle de pain de seigle, ce n'est pas la totalité de la farine qui est obtenue à partir du seigle. La totalité de la farine, quand on dit pain de seigle, ce n'est pas tout le pain, toute la quantité de la farine qui vient de seigle. Ça a été incorporé peut-être à 30% ou bien à 40% selon le taux, selon le fabricant. Donc la base même, c'est la farine de blé. Ça, c'est la base. Donc on peut incorporer. Donc de même qu'on peut avoir par exemple le pain de seigle, on peut imaginer le pain de manioc. Mais seulement, il faudra que ce type de pain soit obtenu à partir de plusieurs recherches. La recherche qui va et voit un peu une certaine synergie entre, par exemple, la qualité, donc c'est-à-dire que l'élasticité du pain, et le goût et la digestibilité du pain. Parce qu'il ne s'agit pas de fabriquer un pain pour le fabriquer, pour dire non, il est fabriqué, il respecte la composition. On peut certes avoir une certaine composition, mais est-ce que la digestibilité est bonne? Voilà. Est-ce que la digestibilité de ce pain, parce que souvent on peut fabriquer du pain de manioc, puis on le voit qu'il est très dur, très difficile à manger, il est constipant. Donc souvent, avant d'entamer ce type de production, il faudra qu'on puisse soumettre à la recherche.
nous sommes enseignants et nous sommes chercheurs. Donc, on essaie de voir un peu les différents... On fait des recherches, simplement, par exemple, voir un peu les différents taux d'incorporation du pain. On l'obtient et on va essayer de goûter. On le goûte, voir le goût et aussi voir la digestibilité. Parce que souvent, on se retrouve sur le marché avec des pains à partir de manioc ou bien des pains de banane. C'est très difficile à manger. Très difficile à manger et alors difficile au goût, mais surtout aussi au niveau de la digestion. Parce que quand le pain n'est pas, on ne peut pas digérer le pain, alors c'est très très difficile de s'adapter. Docteur, cas pratique, hein, vous qui êtes très averti en matière de composition de différents éléments, on ne va pas décourager les entrepreneurs qui se lancent dans la fabrication de manioc. Quelle serait la bonne composition avec d'autres ingrédients? Je dis ce sont des résultats à partir de la recherche. Voilà, donc je pense que... Fabriquez-nous un pain... non, fabriquez du pain. Mettez-nous sur la voie, sur la piste. Peut-être que vous avez certainement, même pas peut-être, vous avez certainement de votre position de chercheur, de docteur, d'enseignant. Voilà, en tant que chercheur, là je prends la peau de chercheur. Oui. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple du blé, 100% blé. Donc on fabrique le pain que nous avons, la baguette, et on peut faire des pains de manioc avec des taux d'incorporation qui vont varier. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple une incorporation de farine de manioc à 5%, à 15%, à 20%, à 30%. Donc c'est-à-dire qu'on a le pain, l'ordinaire lui-même, et on a des variantes selon le taux d'incorporation de la farine de manioc. Donc le pain à 5%, le pain à 15%, le pain à 20%, à 25% et puis à 30%. Donc, c'est ça. Alors, on fabrique ces pains avec les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'un peu d'huile, un peu de levure, avec un peu de sel. On le fabrique normalement, on laisse fermenter. Alors, on va voir par exemple que déjà, on a une petite idée du fait qu'au fur et à mesure qu'on incorpore le manioc, alors on va voir que la texture, donc l'élasticité du pain va varier. Puisque nous, la texture d'abord, puisque par exemple, on se dit par exemple que ce sont des protéines contenues dans la farine de blé qui permettent de maintenir l'air au cours de la fermentation. Au fur et à mesure qu'on met du pain et de la farine de manioc, on va voir par exemple que ce pain-là sera plus dur que l'autre. Donc mais on peut trouver juste un juste milieu et avec ces différents résultats qu'on a obtenus, alors on va soumettre à un panel. Un panel de dégustation, c'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple 25 étudiants, des goûteurs professionnels ou bien des goûteurs non avertis, qui vont donner leur point de vue sur ce type de pain. Alors ces goûteurs vont se dire par exemple, peut-être le pain incorporé à 15% de manioc nous donne un bon goût, sur le goût. Maintenant, on va voir un peu, 1 jour, 2 jours de consommation du pain, comment a été par exemple, quel est l'impact de ce type de pain sur la digestibilité. Est-ce que ce pain a été bien digéré, a été bien toléré? Vous voyez, c'est en fonction de tous ces résultats qu'on peut choisir. Le pain de manioc à 15% ou bien à 25% nous donne un bon résultat. Donc vous êtes en train de nous dire que jusque-là, ce n'est pas fait. Tout ce qui est fait là, c'est la chimie. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait, le pain qu'on a sur le marché à base de manioc, on est content, on se dit que ça vient de chez nous, c'est local, il y a la proximité. Donc tout ce processus, ça n'existe pas? Il ne s'agit pas de faire une chose parce qu'il faut faire. Vous voyez un peu. Non, c'est parce que chez les Blancs font le pain de seigle, non, on peut fabriquer. Non. Voyons dans quelles conditions ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le pain de hoche ou bien on ne fait pas le pain de etc. Non, pourquoi ça ne se fait pas? C'est selon la composition de la farine. Donc, si on veut le faire, on peut voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut fabriquer ce type de pain-là. Je suis d'accord avec vous, docteur. C'est que le pain, c'est un produit, c'est l'un des produits de plus grande consommation au monde. Et donc, qui dit grande consommation, dit naturellement l'argent et beaucoup d'enjeux. Voilà, alors, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, il y a des boulangeries vraiment à perte de vue. Tous les coins de rue. On voit des gens transporter le pain même sur des vélos. Ça c'est la qualité du pain. Voilà. La qualité du pain, d'abord, la qualité peut dépendre de la qualité au point de vue composition. Et la qualité du point de vue microbiologique. Parce que ce matin, même quand je venais, il y a eu des gens qui ont des pains. Les petits sacs à moto, avec même pas fermés, même pas fermés, voilà. Et on sait quel type de couche on a traversé avant d'arriver sur le livreur. Les ordures, la poussière. Il y a ça, mais aussi il y a la composition même du pain. Aujourd'hui, on trouve des pains trop salés. Parce qu'il y a des proportions de sel et d'huile qu'on trouve dans le pain. Si par exemple, moi je dis souvent à mes patients, si vous allez chez un boulanger, que vous payez du pain, si vous trouvez que le pain vous constipe, changez de boulanger. Changez de boulangerie. Parce que il y a des différents taux d'incorporation de la farine, de taux de farine, taux d'huile, taux de sel, taux de levain. Vous voyez un peu? Donc, mais si le fabricant de pain, en voulant économiser sur les intrants, réduit le taux d'huile, vous allez voir que ce pain sera constipant. Voilà. Vous trouvez, il y a des pains qui sont très durs, c'est très constipant. Donc, il y a les taux
le taux de sucre, taux de levure, taux d'huile, quantité d'eau et quantité d'huile à apporter. Donc si le fabricant, dans les intrants, réduit le taux d'huile, vous allez voir que ce pain sera très constipant. Donc je dis à mes patients, si vous mangez par exemple un pain dans une boulangerie plusieurs fois que vous trouvez qu'il vous constipe, changez de boulangerie. Et docteur, ce que vous êtes en train de nous dire là, ça nous interpelle, ça nous alerte. Ça veut dire que chacun y va de son bon vouloir. Il n'y a pas des normes précises pour la fabrication de pain pour tout le monde. Et il y a des normes. Il y a des normes, mais comme toujours, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a des normes. Maintenant, il faudra que des contrôles soient faits régulièrement. Quelles normes? Quelles normes? Les normes internationales de l'OMS, bien sûr, les normes de la France. J'ai mis tel pourcentage les de normes temps, de la tel France qui est un pays pourcentage de pain, les normes de l'OMS, les normes de l'ONU, je ne sais pas quelles normes. Quand on dit pain, c'est-à-dire que le terme pain, si on doit fabriquer du pain, il y a des quantités données. Maintenant, si on veut changer de composition, alors on va changer, on ne va plus appeler ça pain. Bon, la normalisation dit quoi? Un pain, c'est quoi? Quelles sont les quantités du pain? Puisqu'on est un ajout, voilà, c'est quoi? Il y a des quantités bien données. Par exemple, l'huile, par exemple, 1,3 g de sucre d'huile, par exemple, et quelle pour 100 grammes. Voilà. Bon, normalement, on prend l'huile. Et le type d'huile, elle va varier selon... Écoutez, moi, je peux dire, par exemple, je fabrique mon pain à la maison. Si je prends l'huile normale, je prends l'huile normale, c'est ce que je vais vendre. Mais si je vais fabriquer mon pain pour manger à la maison, je peux changer le pain. Je peux changer l'huile. Je prends l'huile de tournesol. Docteur, ce qu'on veut savoir, c'est que quand on dit pain, on met quoi et quoi et quoi? Le pain, c'est vrai que la France... C'est universel. C'est universel. Okay. Un pain, quand un pain, pour ceux qui nous regardent, pour les étudiants, pour ceux qui peuvent faire des exposés, on ne sait jamais, c'est toujours important. Un pain, c'est quoi? Quelle est la teneur? Il y a quoi et quoi dedans? OK. Alors, lorsqu'on prend un pain, le terme pain, P-A-I-N, quand on dit pain, ça contient de la farine, peut-être à 67%. Ça contient de l'eau à 76%, de la farine. Ça contient aussi de l'huile et puis du sel et des levains et des levures. C'est ça, c'est du pain. Ça, c'est le pain universel. Maintenant, si on peut apporter des variantes, par exemple, changer, apporter un peu de seigle pour réduire un peu le taux de blé, ce pain, c'est bien appelé pain de seigle. Sur le pain, voici sa composition. Lorsqu'on veut apporter quelque chose pour varier un peu, alors nous allons changer le nom du pain. C'est pourquoi on dirait le pain de manioc. Ou bien on peut trouver un autre pain. Pain mani, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le pain a une composition universelle que l'on doit respecter. Maintenant, comme je dis tout à l'heure, il y a toujours des brebis galeuses dans Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est respecté? Normalement, ça doit être respecté. Bien sûr, il y a un forum, il y a un syndicat des fabricants du pain, des consommateurs, mais des fabricants du pain. Ils ont une association. Une association, c'est eux qui décident souvent sur le pain, le prix varie, bien non. Il pense qu'il y a un président, il y a une association de fabricants de pain en Côte d'Ivoire. C'est des boulangers, si ça existe. J'avais eu contact avec eux, mais ça existe. Alors, il faudra que ces personnes-là puissent respecter les conditions. C'est pourquoi souvent on demande... Parce que ce n'est pas le cas en ce moment? Non, je n'ai pas de preuve que ce n'est pas le cas, comme je n'ai pas de preuve que c'est ça. Mais seulement, on entend. Souvent, on a fait des expériences à même peser le pain. Il y a des fois où les pains sont très petits. On ne sait pas si c'est par économie. Il y a des fois, les pains sont très énormes, gros. Voilà, donc ça varie. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la qualité. C'est ce qu'on appelle la qualité. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on fait quelque chose de qualité, on respecte les conditions de fabrication. Respectons la quantité de pain, le pâton, avant de passer au four, le pâton, quelle quantité de farine que nous prenons, on respecte bien les conditions. C'est pourquoi souvent on demande aux gens, faites des formations pour ce que vous prenez dans la restauration. Parce qu'on fait un peu comme une restauration. Bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés. C'est une restauration de masse même. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés. C'est trop déterminant, quoi, parce que c'est ce qu'on mange le plus au monde aujourd'hui. C'est parmi les 5 aliments qu'on consomme le plus au monde. Moi, j'ai passé une fois dans une boulangerie, je ne sais pas dans quel quartier, mais j'ai vu les gens qui fabriquaient du pain. Bien sûr qu'on lave le pied, en mélangeant le pain, ils mâchent dans le pain. Pardon? Normalement, ils sont censés porter des... Vous voyez, il y a le pétrin. Vous connaissez le pétrin? Oui, le pétrin. Oui. Le pétrin, il mélange. Oui, voilà. Normalement, c'est le pétrin. Mais comme ils n'ont pas de pétrin, c'est eux-mêmes qui mâchent dans le pain. Ils pétrissent le pain avec les pieds. Abidjan ici, ils mâchent dans le pain. Non, mais normalement, ils étaient censés et porter des sachets bien nettoyés. Et ils mâchaient dans le pain. Ça, c'est une nouvelle variété de pain. Mais il faudra que ces personnes qui mâchent dans le pain, est-ce qu'on a vu leur détail? Le pain de mâche. Ah oui, franchement. L'hygiène. Je vous assure que j'ai vu une chose qui m'a vraiment fait rire. De pied. Ils étaient en train de fabriquer le pain et il y a eu un accident dehors. Le monsieur est sorti. Il est revenu avec le... Et chaque fois qu'il passe là, il appelle cette boulangerie la boulangerie des salles.
J'appelle la boulangerie des salles. Quand ils passent, je ris avec mes amis. Non, mais ne riez pas, docteur. Alertez aussi, interpellez, parce qu'il y a d'autres clients qui y vont. Quand ils passent devant cette boulangerie, il appelle la boulangerie des salles. Oui, qui distribue de la saleté, et pourtant, malheureusement. cette boulangerie-là, vous allez vérifier, a eu son accréditation. Et continue d'exercer. Il faudra être soutenu même par des personnes même qui décident. Il faudra que les formations soient faites à l'endroit de ceux qui travaillent dans les boulangeries. Là, sur la qualité du point de vue composition, mais sur l'hygiène, parce que, il disait hier, j'ai ouvert un pain, il y a vu une fourmi à l'intérieur. Je vous le dis hier tôt le matin. Hier matin, il y a vu. Il a ouvert un pain, il y a vu une boulangerie à l'intérieur, hier matin. Mais là, vous relevez le cas de, on va dire, des contrôles inopinés des institutions ou organismes en charge de cela. C'est pour ça qu'on insiste sur la formation. Il faut que les formations, parce que, je vous dis, lorsqu'on fait une restauration collective dans la boulangerie, on peut avoir un bon boulanger. Mais ceux qui travaillent avec le bon boulanger, est-ce qu'ils ont reçu une formation? Certes, le boulanger va donner des consignes. Mais pour que les consignes soient normalement suivies, il faudra au moins que ces personnes aient quand même un niveau de connaissance. Ce que vous dites est tellement vrai, docteur, que vous connaissez le poulet pané. On fait avec des fois tout la chapelure, tout ça. Le pain, là. Tellement le pain était de mauvaise qualité, le poulet pané avait un autre goût. Parce que ce n'est plus le pain d'avant. Dans les années 80, quand on était gamin, je suis gamin, mais je dis le pain était de très très bonne qualité, croustillant comme celui de Paris, fabriqué avec les règles de l'art. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les papiers qu'on demande pour avoir une boulangerie. Oui. Tout le monde est boulanger. Parce qu'on se dit que vraiment là, ça marche, parce que forcément, les gens vont acheter du pain. Tout le monde est... Moi, je fais confiance aux autorités sanitaires, parce qu'au niveau de l'INPHP, l'INSP, je sais qu'il y a des spécialistes là-bas. Bien sûr, il y a des spécialistes, il faut le contrôle. Mais comme je dis là, il ne s'agit pas de faire de contrôle pour sanctionner. Il faut plutôt œuvrer pour la qualité, c'est-à-dire qu'il faut former. Il faut la formation. La pédagogie. Voici comment ça marche. C'est-à-dire que normalement, on demande à chaque entreprise de payer les impôts. Et quand vous payez les impôts, vous avez droit à des formations. Je pense que les FDFP, normalement. Donc si ces boulangers, les entreprises payent leurs impôts, ils auront droit à des formations. Donc il y a les formateurs, nous sommes des formateurs. On peut arriver à une entreprise, dans une boulangerie, faire des thèmes sur l'hygiène, la sécurité, l'hygiène alimentaire. Le concours du meilleur pain qui va avoir le marché, par exemple, de la présidence, qui va avoir le marché, comme ça se fait à Paris, le marché, le meilleur pain de l'année, c'est monsieur qui va livrer aux institutions de prestige. Donc tout ça, c'est la formation. Il faut que nous formons, vous voyez un peu, et comme je l'ai dit, même en restauration collective, où nous avons souvent un seul restaurateur ou bien un seul cuisinier professionnel, le reste, tous ceux qui ne peuvent pas à côté, tous ceux qui sont à côté n'ont pas de qualification. Un policier doit arrêter quelqu'un qui a une moto avec du pain en train de se balader. Il doit pouvoir l'arrêter. Mais si. Oui, c'est vrai, docteur. Mais ou bien, docteur, c'est pas possible. Parce que là, c'est en violation flagrante de l'hygiène alimentaire. Oui, mais avant même d'arriver à l'INSP, il faut saisir le pain qui est transporté à moto ou bien à vélo, aller l'examiner parce que c'est pas normal. Parce qu'il n'est plus conforme. Parce que ça traverse tellement de quartiers. Il y a le coronavirus, il y a des maladies, il y a des points finis. De sorte que peut-être qu'un jour on pourra relancer par exemple les contrôles microbiologiques sur chaque pain livré. Mais il le faut. Il le faut. Voilà, donc ça c'est les autorités. Vos rapports là, vous les apportez, est-ce qu'on les lit même? Quand vous faites vos rapports, quand les gens... Moi, il faudrait qu'on les reçoive ici. Les gens de l'INSP, je pense qu'ils font beaucoup de travaux. Ils sont magnifiques. Moi, j'ai eu à discuter avec certains sous le couvert de l'anonymat. Ils font des rapports. Ils font des rapports, mais qu'est-ce que ça devient après? That is the question, comme disent nos amis anglo-saxons. Mais ça, la question, docteur Yapo, je te dis bonjour, on demande à l'INSP quels sont les rapports que tu fais, à qui tu donnes un rapport. Oui, et puis est-ce que c'est pris? Et puis les entreprises de normalisation, je sais qu'il y a Codinorm, tout ça. Non, les normes sont établies. Et c'est le contrôle derrière? Il y a le contrôle derrière. Et puis, il ne s'agit pas de faire contrôle de chaque fois. Nous, on a attrapé celui-là, il ne respecte pas. Il faut de la pédagogie. La pédagogie, voilà. La formation, c'est très important, la formation. Il faut former. En Côte d'Ivoire, on se peut qu'on a 300 boulangeries, ou bien on a 500 000 boulangeries. Il faut faire des formations. Si ces boulangeries-là payent leurs taxes, normalement, le FDFP a accepté que ces fabricants de pain soient formés. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, normalement, on dit, l'État fait bien. L'État fait bien en disant, par exemple, qu'il faut qu'on puisse assurer la formation continue. Donc, c'est le rôle du FDFP. Oui, je suis d'accord quand on dit que dans le pain de Côte d'Ivoire ou bien dans le pain de notre pays, il faut mettre du manioc parce que je suis d'accord. Mais ce que vous dites là, c'est très important. Il faut, on le met pas, on fait pas. C'est vrai, on est ivoirien. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire ça en respectant les normes de la santé, les normes de qualité. On ne met pas en place quelque chose comme ça du jour au lendemain.
On fait la recherche, c'est après de la recherche qu'on dit, voici le bon pain de manioc. Voilà. C'est bon à consommer maintenant. Bon pain de igname. C'est un peu ça. On ne le fait pas. C'est à partir de la recherche. C'est pourquoi souvent il faut soutenir la recherche. Il faut des fonds pour la recherche. Donc si par exemple, dans le monde de la qualification, ils veulent qu'on rende ce type de recherche, alors ils sollicitent, alors on vient faire des concours. On fait de la recherche sur les différents types de pain. On dit par exemple, aujourd'hui, on a un projet de fabrication de pain d'igname. Un exemple, pain d'igname. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On va dire, par exemple, comme par exemple le pain et la farine d'igname est différente de la farine de blé. Si on veut faire par exemple le pain d'igname, voici quelques éléments, quelques protéines qu'il faut apporter pour faire ressembler un peu la farine d'igname à la farine de blé. Donc, voici comment est-ce qu'on va mener la recherche. Mais cette recherche, qui va la financer? C'est le monde de la planification, puisque c'est eux qui veulent mettre en place un nouveau pain de manioc. Vous voyez un peu? Donc, il faut soutenir la recherche. Aujourd'hui, on prend des thèmes de recherche pour les étudiants en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. On ne peut pas une recherche pour faire une recherche. On oriente. Alors, aujourd'hui, on veut fabriquer du pain de manioc. Aujourd'hui, on veut fabriquer le meilleur pain d'igname ou bien à partir des aliments locaux. Mais il faut soutenir cette recherche-là. Il faut lancer la recherche. Et la recherche a un coût. La recherche a un coût. Or, nous savons que le budget de la recherche dans notre pays, ça menuise de plus en plus. C'est ça aussi le souci. Pourtant, le corollaire, c'est la santé des populations, d'où l'économie. C'est vrai souvent qu'à l'université, on a des primes de recherche pour faire la recherche. Mais souvent, ce sont les laboratoires ou bien ce sont des entreprises qui aimeraient. Une entreprise est amenée à faire la recherche. Parce que souvent, les erreurs que nous commettons. Lorsqu'on a une entreprise que nous fabriquons des produits, on dit par exemple que non, mon produit il marche. Donc, mais alors qu'il faut la recherche. Une entreprise qui ne fait pas de la recherche est amenée à mourir. Il faut innover. C'est-à-dire que vous avez votre cabinet, vous fabriquez du pain. Logique que l'autre va fabriquer du pain à partir de quelque chose. Vous serez jaloux, vous allez prendre un médicament. Non, vous serez dépassé. Il ne s'agit pas de prendre des médicaments. Non, il s'agit d'innover. Il faut innover. Je disais par exemple à une dame qui fait des restaurants, elle fait du riz, etc. Elle dit, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut dire par exemple à tes clients, moi maintenant, je fais du repas sans sel. Je mets votre sel à côté. Elle a innové. Après de maintenant, je fais par exemple l'article rouge sans sel. Je mets un peu de sel à côté. Elle a innové. Depuis, elle m'a dit, docteur Ambo, mais depuis que je fais ça là, le nombre de ma clientèle augmente. C'est ça. Il faut innover. Tant que vous ne faites pas la recherche, vous allez voir par exemple que votre entreprise sera menée à mourir. Parce qu'on dit non, c'est la routine, c'est la même chose. Alix a parlé de quelque chose de très important, les contrôles inopinés. Ça existe de moins en moins. On va dans un restaurant. Pas, les contrôles inopinés, là, ce n'est pas pour les impôts seulement. Mais non. Les impôts, là, c'est bien, c'est important, mais la santé des Ivoiriens, des Ivoiriennes aussi, c'est plus important que les impôts. Hein, parce qu'il faut être en vie pour vous donner les impôts. C'est clair, il faut avoir une certaine épée de Damoclès là qui... Il faut des contrôles inopinés. Il y a des boulangeries là. Heureusement que c'est sorti de votre bouche. Parce que si ça sortait de la bouche de Barcelone, on aurait dit oui, il a parlé mal encore. Non, il y a des boulangeries, franchement, dans des quartiers qui ne méritent pas le mot boulangerie, honnêtement. Mais les gens vont là, même le maire vient acheter son pain là. C'est clair. On a au-dessus l'appellation artisan boulanger. Ici, comment on apprend la formation? C'est un métier noble. Voilà, la boulangerie, c'est la planification, c'est un métier noble. Non, il existe depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Vous dites le pain, tout le monde mange du pain. Tout à l'heure, je disais qu'on peut manger du pain à tout moment. Le pain est très conseillé. Alors, il faut former ceux qui fabriquent le pain. Il ne s'agit pas de sanctionner. Certes, on peut arriver dans une boulangerie, faire un contrôle inopiné, voir un peu, non, vous ne fermez votre boulangerie parce que les conditions d'hygiène ne sont pas établies. Mais l'intention n'est pas de sanctionner. Parce que c'est d'améliorer. Voilà, il faut améliorer. Il faut la formation. La formation, là, que vous dites là, le président Houphouët-Boigny, depuis des années 70, a inscrit en Côte d'Ivoire ici la formation des entreprises. Depuis des années 70. Donc ça veut dire que depuis cette année, lui, il avait déjà anticipé pour dire qu'on allait avoir besoin de la formation. La formation des formateurs, parce que c'est une perpétuelle évolution. Le savoir-faire faire. Donc effectivement, nous sommes formateurs. Voici le problème. Lorsque, par exemple, on arrive dans une entreprise, on dit, par exemple, on voici des projets de formation sur l'hygiène, sur la sécurité alimentaire, si, par exemple, tel contrôle, nous voulons faire. Mais pour que vous fassiez, il faudra que vous ayez déposé par exemple, votre projet de formation à FDFP. Mais pour que FDFP aussi puisse assurer votre formation, il faut que vous soyez dans les règles. Dans les règles, donc, si vous ne payez pas les impôts sur un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas prétendre à la formation. Voilà, voici d'où vient le blocage. Donc, il faut payer les impôts. Il faut que les entreprises soient, je ne sais pas comment ça marche, mais il faut que les entreprises soient dans les normes pour pouvoir solliciter une formation. Donc, afin que chacun puisse avoir son pain quotidien. Donc, pain quotidien qui va nous faire du bien. Ça, c'est très important. On aurait tellement voulu parler encore de pain et surtout d'hygiène, tant que cela concerne la sécurité sanitaire des Ivoiriens. Alix, à la suite, qu'est-ce qu'on a mis? La suite, c'est Régis Kofi qui s'installe pour son dernier flash.
L'essentiel de l'actualité internationale. Merci de nous rejoindre. En Chine, le bilan de l'épidémie du coronavirus s'alourdit. Hier, le Japon et les États-Unis ont évacué plusieurs centaines de leurs ressortissants bloqués à Wuhan, épicentre de l'épidémie de pneumonie virale. Ce virus a déjà causé 26 décès supplémentaires, faisant état au total de 132 morts. Le directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé hier le monde entier à agir face au nouveau coronavirus. L'agence spécialisée a annoncé une nouvelle réunion d'urgence aujourd'hui sur ce virus. Je vous le disais, aux États-Unis, les États-Unis évacuent justement leurs ressortissants de Chine. Le docteur Chris Braden de l'Agence de santé publique américaine explique aux journalistes qu'une évacuation, ou alors une évaluation complète du bilan de santé et du risque des évacués américains de Chine pourrait prendre 3 jours, alors qu'ils viennent de quitter l'épicentre du coronavirus à Wuhan. Plus de 200 Américains ont été rapatriés de Chine. Le Brexit aura bel et bien lieu. Le Parlement européen a ratifié hier à une large majorité le traité fixant les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les eurodéputés ont donné leur accord par 621 voix pour, 49 ont voté contre et 13 se sont abstenus. Il s'agissait de la dernière étape majeure dans la ratification de l'accord, 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Au Pérou, Keiko Fujimori, la fille de l'ex-président Alberto Fujimori, largement controversée, a remporté lundi le premier tour de l'élection présidentielle au Pérou avec 38% des voix. La candidate favorite des sondages ne peut cependant pas éviter un second tour. Le père de Keiko Fujimori a été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour avoir commandité 2 massacres perpétrés par un escadron de la mort en 1991-1992 dans le cadre de la lutte contre la guérilla du Sentier lumineux. Le film J'accuse de Roman Polanski est en tête des nominations pour les Césars 2020 avec 12 nominations. L'Académie des Césars a dévoilé l'ensemble des nominations hier à Paris. J'accuse est notamment nommé dans les catégories majeures meilleure réalisation et meilleur film. La sortie du film avait été perturbée par une nouvelle accusation de viol contre le réalisateur. Les Misérables de Lagli et La Belle Époque de Nicolas Bedos enregistrent chacun 11 nominations. Ils sont en lice, entre autres, pour le meilleur film. Emmanuel Guibert a remporté hier le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'auteur de la série jeunesse Sardine de l'espace, surtout connu pour ses BD de reportage comme La guerre d'Alain, et le photographe était déjà en lice pour la même récompense en 2019. Il était cette année en compétition avec Catherine Meurice et l'Américain Chris Ware. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Très belle journée à vous. Merci infiniment à vous, Régis. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir le lundi prochain. Demain, ce sera le retour d'Abdoulaye qui a fait un petit détour pour vous remplacer. Justement. Allez, bonne journée à vous. Merci. Et puis, à vous également. Mangez du bon pain. Hein. Oui. Le coronavirus, mesdames et messieurs, on en parle. Qu'est-ce que c'est? Et puis, par rapport à nous, Ivoiriens, comment on doit appréhender donc, ce virus-là? C'est l'affaire maintenant de notre invité qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Vous allez le découvrir et on va discuter avec lui pour ces 20 et quelques minutes qui restent pour le dernier couloir de cette émission. On y va. Symptômes et diagnostics du coronavirus de Chine. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, en compagnie du docteur Chérif Djibril, épidémiologiste à l'INHP. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, Merci monsieur. d'avoir accepté notre invitation. Et la première question, c'est de savoir la définition de cette maladie coronavirus. Merci bien, madame. Il faut noter que le coronavirus est un virus qui fait partie d'une famille très variée de virus respiratoires et qui touche à la fois l'homme que les animaux. Voilà.
OK. Alors, est-ce qu'avant même d'entrer dans le vif du sujet, on peut se faire le point aujourd'hui dans le monde, avant de venir de façon spécifique ici, quelle est la situation actuellement? La situation au niveau mondial, jusqu'à hier, midi 30, il y avait 6072 cas qui ont été confirmés par les différents laboratoires dans les 17 pays qui sont touchés et 132 décès. Et tous ces décès-là ont lieu en Chine. D'accord. Il n'y a pas eu de décès en France? J'ai dit jusqu'à hier à midi 30. Jusqu'à midi 30. Donc s'il y a eu un décès, c'est après je pense, cette heure-là. Sinon, hier jusqu'à midi 30, il y avait 4 cas en France et 4 cas en Allemagne. D'accord. En tout cas, c'est l'information qui bassine l'actualité depuis un certain temps. Quand est-ce exactement on a découvert ce virus-là? Bon, en fait, la maladie a commencé en Chine à la fin de l'année passée, dans le mois de novembre-décembre, par là. Et le virus lui-même a été mis en évidence au début de janvier 2020. Alors, on connaît, on a un point du monde, au niveau du monde, comment ça se passe, on a des chiffres, c'est très intéressant. Alors, comment se manifeste la maladie? En fait, il s'agit d'une maladie respiratoire. Donc, lorsque vous contactez le virus, vous pouvez avoir une forme qui est bénigne, donc vous pouvez faire une fièvre associée à une toux. Mais cette maladie peut évoluer dans des formes beaucoup plus graves, à type de difficultés respiratoires, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous manquez d'air. Et puis, on peut avoir des formes beaucoup plus graves qui sont des détresses respiratoires. Donc, vous n'arrivez plus à respirer seul. Vous avez besoin d'une assistance respiratoire. Donc, voici les principaux signes de cette maladie-là qui peut entraîner par ailleurs la mort du patient. D'accord. Là, on a les symptômes de la maladie. Et quels sont les modes de transmission? En fait, les modes de transmission, c'est une transmission, pour ce qui concerne l'homme, c'est d'homme à homme, à travers les gouttelettes de salive qui sont émises soit par la toux ou par l'éternuement. Donc, si je suis infecté par le virus, que je tousse à moins d'1 mètre de vous, donc les gouttelettes de salive que je mets à travers cette toux-là ou l'éternuement, s'il y a une quantité suffisante de virus à l'intérieur, donc je vous contamine. Il y a également que des personnes peuvent tousser, et puis toussent dans leurs mains, ils frottent, et puis ils vous saluent. Donc si vous, à la fin, vous portez le doigt qui a été souillé à votre nez, vous pouvez vous contaminer. Il y a aussi des personnes qui peuvent tousser, cracher sur des surfaces inertes. Donc, si vous, secondairement, vous arrivez et que vous touchez ces rampes-là ou bien la table qui a été souillée, que après vous portez le doigt au niveau de vos narines, vous pouvez vous contaminer. Parce qu'il faut noter que le virus dure quelques heures dans l'atmosphère, mais lorsque le lieu est approprié, c'est-à-dire dans les surfaces beaucoup plus humides, il peut durer jusqu'à des jours. Parce que le lieu est fertile. Hein. Voilà. Voilà. Alors, docteur, vous êtes épidémiologiste. Quel est le regard de l'épidémiologie justement sur la physionomie, hein, sur l'ampleur du coronavirus? Doit-on vraiment s'inquiéter? Oui. Il faut s'inquiéter, mais j'appelle ici la population à ne pas paniquer. Parce que plus vite on découvre la maladie, mieux nous prenons les dispositions pour éviter que cette maladie-là se propage davantage dans la population. Donc c'est le lieu d'interpeller toute personne. Si vous présentez une fièvre subite associée ou non à une toux, vous devez contacter l'hôpital le plus proche. Voilà, lorsqu'on arrive à diagnostiquer ces maladies-là très tôt, on peut les traiter. Parce que, en fait, pourquoi je dis que cette maladie est grave? Parce qu'il s'agit de maladies dites émergentes. Donc, ce sont des affections qu'on n'a jamais rencontrées. Ce virus, il est nouveau, et donc on ne l'a jamais rencontré. Donc, il n'y a pratiquement personne pour laquelle nous sommes sûrs qu'il y a une immunité. Voilà, donc en absence de cette immunité-là et face à ce nouveau virus-là, il faut pouvoir, chose qu'on appelle, prendre des dispositions. Et nous disons que la situation est suffisamment grave, mais pas alarmante.
Alors, docteur, pour peut-être accentuer la sérénité des uns et des autres, est-ce qu'on a déjà un cas guéri de coronavirus sur la planète ou les 17 pays qui sont touchés? Oui, je vous ai dit tantôt qu'il y a 6072 cas et 132 décès. Depuis midi 30 hier. Oui, depuis midi 30 hier. Donc, depuis que ça a commencé au mois de décembre par là. Donc, si vous faites 6000 moins 132, vous voyez qu'il y a des cas qui ne sont pas décédés. Donc, tous les cas ne décèdent pas. Voilà. Donc, la létalité, dans ce que nous utilisons dans notre jargon, est autour de 3%. Donc, pour 100 personnes qui tombent malades, il y a environ 3 qui décèdent. Donc, nous avons 97% de ces personnes-là qui ne décèdent pas. Donc, ce n'est pas une maladie qui tue forcément. Alors hier, on a eu l'intervention du ministre en charge de la santé des Ivoiriens sur nos antennes. Alors, on va parler de la Côte d'Ivoire, de notre pays, la proximité. On a parlé d'un cas d'une étudiante qui revenait de Chine, âgée de 34 ans. Heureusement, selon les dires du ministre, elle n'est pas atteinte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant notre pays, les dispositions concrètes à prendre? Oui, déjà, nous, en tant que structure de surveillance et de réponse à ces maladies-là, nous avons pris un ensemble de dispositions. D'abord, au niveau des voies d'entrée, qui sont l'aéroport et le port, nous avons accentué la surveillance au niveau de ces ports d'entrée-là par le contrôle thermique qui est mis en place à l'aéroport. Donc, tous les vols qui viennent de ces pays-là, les personnes sont scannées au niveau de l'aéroport et il y a également des fiches individuelles d'identification qui sont distribuées à ces personnes-là afin que nous puissions avoir un nombre d'informations sur ces personnes-là qui résident soit en Côte d'Ivoire ou qui visitent la Côte d'Ivoire. Et puis, nous mettons à leur disposition un ensemble d'informations afin de les sensibiliser pour que si éventuellement, lors de leur séjour, ils contractent, je rappelle, une fièvre ou la toux, ils puissent rapidement, je rappelle, non seulement nous informer, mais se rendre dans, je rappelle, l'hôpital le plus proche afin qu'ils soient pris en charge. Donc, voici un certain nombre d'actions que nous menons. Mais pour je rappelle, la population ivoirienne, nous leur disons également la même chose. Nous sommes dans une période où cette maladie-là se vit et comme on ne sait jamais qui peut rentrer ici sans que nous puissions avoir un certain nombre d'informations sur elle. Toutefois que vous avez la fièvre ou la toux, il faudrait contacter l'hôpital le plus proche afin que nous puissions ensemble pouvoir gérer éventuellement cette situation-là s'il s'agit de ce virus. Alors, docteur, vous nous avez parlé du mode de contamination, de transmission par l'homme, mais aussi par les animaux. On se retrouverait dans les dispositions similaires à Ebola? Je ne dirais pas de façon catégorique parce que nous avons la preuve que cette maladie-là est liée à un marché qui est le marché aux fruits de mer et je rappelle aux animaux vivants qu'on pourrait appeler chez nous ici, viande de brousse, mais là-bas ils ne sont pas tués, ce sont des animaux qui sont vivants. Donc en fait c'est un ensemble de cadres qui étaient propices à la survenue d'une telle infection. Mais pour l'heure, nous disons de prendre des précautions, mais nous n'allons pas incriminer, je rappelle, les animaux à tout va. Mais si d'aventure vous avez des animaux dans votre environnement, surtout la volaille, les animaux à sang chaud, il faudrait prendre davantage de précautions afin d'éviter de se contaminer. Non seulement par ce virus-là, mais tout autre virus respiratoire ou bien même chose qu'on appelle un autre qui n'est pas encore identifié. Il faut prendre des précautions. Alors, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de la surveillance. Les autorités ivoiriennes prennent le taureau par les cornes avec l'aéroport et le port et les autres moyens d'entrée. Par exemple, au niveau des frontières, au niveau des voitures, frontières terrestres. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? Quel est le dispositif? Merci bien. Au niveau des frontières terrestres également, nous avons pris des dispositions. Par exemple, à Noé,
Si vous allez, nous avons mis en place des dispositions là-bas de contrôle, mais également au niveau de nos frontières nord et ouest, depuis hier ou avant-hier, nous sommes en train de mettre un ensemble de mesures en place, et également pour assurer le contrôle au niveau de ces frontières-là. Parce que quelqu'un peut venir transiter par ces pays et puis rentrer. Donc nous avons mis en place, et nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de mesures. Alors, docteur, on va essayer peut-être de rentrer un peu plus dans votre univers d'épidémiologiste. Vous nous avez dit que le coronavirus est à sa première apparition au niveau international. Quel est le mécanisme donc de découverte de ce genre de virus-là? Non, le coronavirus n'est pas à sa première apparition. On l'avait découvert avant? Il existait? J'ai dit tantôt, c'est un groupe de virus qu'on appelle coronavirus. D'accord. Et ils ont été découverts au niveau des années 1960. Okay. Et depuis leur découverte, en fait, il y a eu des formes qui sont moins graves. Mais les coronavirus qui ont entraîné les maladies graves à l'origine d'épidémies, le premier a été découvert en 2002. Il s'agit du SARS-CoV. Qui a sévi jusqu'en 2004 et puis a disparu. Et puis vous avez entendu parler du MERS-CoV à partir de 2012 et qui est en cours jusqu'à présent. Et puis celui-là qui est le 2009 nCoV, qui veut dire 2009 Novel Coronavirus. Donc en fait, c'est lui qui est nouveau. Sinon nous connaissons 7 autres, je pense bien, qui eux, je crois, dont seulement 2 avant lui-là, ont été, je crois, responsables d'épidémie. Alors, vous, l'épidémiologiste, dites-nous, ce genre de cas de virus-là, comment on arrive à le vaincre? C'est en prenant un ensemble de mesures, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut se protéger. Vous voyez, dans les pays d'Asie, ils n'ont aucun complexe lorsque ces cas-là sont déclarés, apporter des masques. Voilà. Oui. Et puis, il faut avoir un certain nombre de comportements, l'hygiène de l'atout. Parce que j'étais ici, je pense que c'est la 3e fois que je parle de ça. En fait, les gens n'ont pas un certain nombre de réflexes. Vous êtes avec quelqu'un, il éternue, il ne prend même pas soin de prendre un mouchoir pour se protéger. Et bon, vous êtes là, il éternue, ou bien il éternue dans les mains. Alors que lorsque vous commencez à éternuer, à tousser, cela veut dire que vous avez quelque chose. Cela peut être un virus, cela peut être un champignon, cela peut être une bactérie. Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas l'hygiène, ce que j'appelle hygiène de l'atout ou de l'éternuement, mais lorsque vous le faites comme ça, cela veut dire que vous n'avez pas le souci de celui qui est à côté de vous. Donc, vous transmettez la maladie. Donc, j'appelle l'ensemble des Ivoiriens et des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire de pouvoir intégrer cet ensemble de choses-là qui sont l'hygiène de l'atout et puis l'hygiène des mains. Et comment ça se pratique? L'hygiène de l'atout? Oui, et des mains aussi. Bon, d'abord, l'hygiène des mains, c'est se laver fréquemment les mains. Chaque fois qu'on touche, nous sommes dans un environnement que nous ne maîtrisons pas. Chaque fois que nous rentrons dans les toilettes, que nous sortons des toilettes, il faut se laver les mains. Mais en fait, il faut se laver régulièrement. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en bon français l'hygiène. Voilà, c'est alors, l'hygiène est-ce que l'environnement, parce que j'ai entendu le mot environnement, ça m'a fait bondir tout de suite, est-ce que l'environnement ne peut pas être un facteur aggravant? Actuellement, à Abidjan, il y a une épaisse poussière, je ne sais pas si je me trompe, il y a de la poussière, je ne sais pas si c'est subséquent à l'harmattan, c'est très épais, ça pique les yeux, le nez, tout ça. Est-ce que ce genre de scénario-là, ça ne peut pas avoir une incidence, je ne sais pas, sur la propagation d'un virus, par exemple? Je dis ça, je dis rien. Oui, en fait, il s'agit de virus respiratoires. Donc, du coup, lorsque nous sommes dans un environnement qui agresse les voies respiratoires, cela veut dire qu'à un moment donné, nos voies respiratoires seront fragilisées, donc deviennent beaucoup plus perméables à ce que ces virus-là puissent y pénétrer et se développer. Donc, du coup, il y a des facteurs environnementaux qui favorisent la transmission ou bien même la diffusion de ces genres de pathogènes dans la population.
Alors, docteur, votre présence ici, elle est à titre de sensibilisation aussi. C'est vrai qu'on reçoit via nos différents canaux digitaux des images qui nous demandent de nous prémunir de cette maladie-là. Vous pouvez encore les répéter, par exemple se laver les mains, ne pas être à distance d'une personne qui aurait de la toux. Oui, je vais être très pédagogique. Voilà. Oui, on voit. Donc, attention à vos calepins. Je dirais que c'est le lieu pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de rappeler un ensemble de mesures, à savoir éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement, éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle. Donc, à défaut, il faut tousser dans le pli du coude, mais je conseille beaucoup plus d'utiliser des mouchoirs propres et les jeter après à la poubelle, et puis se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et puis, nous avons également un numéro vert que la population peut contacter, qui est le 143. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler ce numéro vert-là et nous nous ferons fort de répondre à vos préoccupations. Alors, là, on parle d'épidémie, on peut dire ça. J'aimerais faire une petite digression concernant notre pays, la Côte d'Ivoire. Au niveau de la dengue, c'est bon, c'est géré? On profite de votre présence pour en parler aussi. Il ne faut pas qu'on soit focalisé sur chez les Blancs qui viennent ici et vous oubliez les affaires locales. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la dengue, c'est bon, c'est bouclé, c'est géré? Oui, je vous dis que la dengue a été gérée et bien gérée pour ce qui concerne l'épidémie qui a eu cours au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas en épidémie de dengue parce que nous avons déclaré la fin de cette épidémie-là en novembre 2019. Okay. Comme on le dit, chaque jour, il y a nouveau. Bon, là, maintenant, on va s'attaquer au coronavirus. Et avec les mesures que vous venez de donner là, est-ce qu'on peut avoir une petite digression encore sur on va dire les alcools, les petites substances qu'on utilise pour soi-disant se désinfecter les mains? Oui. En l'absence d'eau et de savon, on peut toujours utiliser ces gels-là. Maintenant, je ne vous conseille pas tel ou tel gel. Il y en a une panoplie sur le marché. Mais également, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir tout cela. On peut revenir à de bonnes vieilles méthodes. Si vous avez de l'eau, vous utilisez la cendre qui peut faire office de savon. Tout cela, je crois, peut marcher. Donc, voilà. Dernière question, docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, je touche du bois, est-ce qu'il y en a un cas avéré? Est-ce que la Côte d'Ivoire, au plateau technique, est prête, est capable de traiter ça en étant record pour éviter toute propagation? Je pense que hier, le ministre a été clair là-dessus. Il a dit que ce sont les laboratoires Pasteur de Côte d'Ivoire et de France qui ont permis de dire que ce cas-là est négatif. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le plateau technique pour mettre en évidence le virus. Au niveau de la prise en charge, il y a des structures comme le service des maladies infectieuses et tropicales basé à Trècheville qui a le plateau technique nécessaire pour prendre en charge les cas. Au niveau de la surveillance et du suivi des contacts, aujourd'hui même, nous allons arrêter parce que ce cas-là est négatif. Les 54 passagers qui ont débarqué en Côte d'Ivoire ont été suivis jusqu'à maintenant. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de dispositions afin de pouvoir gérer au mieux cette situation-là. D'accord. Ça veut dire qu'on est prêt. Merci infiniment à vous d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce thème très intéressant. Et puis, on a vraiment, il faut faire confiance à nos autorités parce qu'il y a eu des cas où, au niveau de cet Ebola, on a pu faire en sorte qu'il n'y ait aucun cas déclaré ici en Côte d'Ivoire. C'était une véritable prouesse. Nous avons vraiment des personnes idoines pour parer à toute éventualité. On espère que ça va durer. Merci d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur, c'est le lieu où on s'informe. Union, discipline, information. Bonne journée.